J'aimerais dans cette vidéo revenir sur les, événements, récents qui s'est passé sur l'univers crypto et sur lesquels j'ai pas eu l'occasion, dernièrement d'en parler exclusivement sur la chaîne YouTube. Donc j'aimerais en reparler avec vous et échanger avec Théo pour voir finalement un petit peu aussi ce qu'il peut en penser. Donc je vais partager rapidement mon écran, tu vas me dire Théo si ça va être bon pour toi et si on voit tout. Hop, pour vous représenter un petit peu le contexte et être Ouais, sûr c'est bon. qu'il y ait pas de souci. Là on voit tout? Nickel, Nickel. plein Donc écran. je reviens rapidement du coup sur les événements qui s'est passés là, ces dernières semaines. Vous en avez tous entendu parler, mais la SEC, c'est la Security Exchange Commission aux États-Unis qui est chargée quand même la vocation première de la SEC, c'est de protéger les investisseurs, des arnaques. Alors, ça peut être dans la crypto, mais même dans la finance traditionnelle et notamment là en crypto, il y a plusieurs dossiers qui sont tombés, notamment sur certains tokens qui seraient suspectés d'être des securities, donc des vrais actifs financiers. Je vous rappelle quand même que l'objectif dans la crypto, pour la plupart des porteurs de projets, c'est de ne pas être classé en tant que securities, donc de ne pas être classé en tant que véritable actif classique, hein, véritables actifs d'investissement, parce que dans le cas où on serait suspecté d'être des securities, il y a toute une loi qui se met en place aux États-Unis avec toute une réglementation, des papiers, etc. C'est très fastidieux. Et pour la plupart des projets crypto, de toute façon, ça peut signer juste la fin pure et dure en fait de l'écosystème. Alors, il y a certains projets qui sont tombés justement dans cette liste des securities dernièrement par la SEC. Je vous en ai mis quelques-uns à l'écran. Donc, vous retrouvez donc le XRP avec Ripple, le Filecoin, le BNB, Binance Coin, Binance USD, donc le BUSD qui est le stablecoin de Binance, Solana, Cardano, etc., etc. J'ai mis toute la liste qui est tombée en fait de la SEC. Là, je vous mets également la deuxième slide. Et moi, ce qui m'a fait rire en fait, c'est de voir dans cette liste des projets comme par exemple BitConnect. Tu vois. BitConnect, qui, je vous le rappelle, était un Ponzi qui a été lancé en 2017 qui a fait perdre énormément d'argent à beaucoup, beaucoup d'investisseurs particuliers. Et la SEC, là, en 2023, se réveille en disant ah, bah, on suspecte que le BitConnect pourrait être classé comme étant un securities. Donc, bien des années après le, le, la chute Le en fait scam, quoi. de ce Ponzi, ouais, du scam. Et donc, en fait, déjà, ça me fait poser plusieurs questions. Déjà, la qualité en fait des infos qui sont partagées par la SEC sur ces trucs-là. Euh, et surtout, quand tu creuses un petit peu, la loi en fait sur les securities aux États-Unis, c'est une loi qui date de 1945. Et c'est un peu pareil en France, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui datent depuis très longtemps. C'est très compliqué pour pouvoir changer les lois et à chaque fois, on rajoute des amendements, on rajoute en fait des trucs par-dessus qui vont venir complexifier le code, le code juridique, le code pénal et toute cette réglementation. C'est pour ça qu'on a besoin des gens, des avocats et des personnes ultra spécialisées maintenant, rien que pour comprendre où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on a le droit de faire telle chose ou pas le droit de faire telle chose. Dans la fiscalité, c'est encore plus compliqué. Et aux États-Unis, voilà, encore une fois, cette loi sur les securities, c'est un truc qui date, selon moi, il faudrait contrôler, mais depuis les années 1945. Quoi. Donc, première chose, premier constat, déjà, ils sont à la traîne sur la manière dont ils vont classer les projets et puis la manière dont ils vont interagir en fait avec ce qui se passe dans la crypto parce que j'ai pas en tête un exemple d'un projet crypto qui a été aujourd'hui évité véritablement par la SEC. Tu vois, je sais pas si tu Bitcoin. pourras. Voilà. Non, mais alors Il y ça a, n'a il y a, pas il y été a- évité. Oui, Il a, il l'a pas dit, mais je pense qu'il a même, il est arrivé à dire que tout est une sécurité à part Bitcoin, basiquement. Voilà, donc Gary, Bitcoin, Gary Gensler. ça a été classé en tant que commodities, donc en tant que matière première, mais tous les autres aujourd'hui, c'est voilà, on ne sait pas. Il y a Ripple, donc Ripple Lab avec leur token, le XRP, avec leur coin, le XRP, qui sont en procédure depuis maintenant un certain nombre de temps. Moi, je reste quand même très curieux de voir comment va se passer en fait ce qui se passe avec XRP, même si c'est pas forcément un projet que j'ai en portefeuille, pour des raisons que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises sur cette chaîne. Tout simplement parce que si demain, ce qui se passe avec le XRP et si demain la SEC, enfin, ils arrivent suffisamment bien à se défendre et si finalement le XRP n'est pas classé en tant que securities, tout ce dossier, ça pourra servir à énormément d'autres projets et pouvoir permettre peut-être de faire évoluer la réglementation ou permettre de développer encore un peu plus ce qui se passe dans la crypto. Je vais revenir quand même sur globalement ce qui s'est passé et ensuite on débattra avec Théo. Mais
déjà, en quelques jours, on a eu tout un tas de projets là, qui ont été classés en tant que securities par la SEC. On a eu en plus de ça des arrêtés qui ont été envoyés auprès des grosses plateformes d'échange comme Coinbase, comme Binance, en disant qu'ils hébergeraient donc des securities qui n'ont pas fait correctement leur déclaration. Donc, la SEC a attaqué en justice ces deux grosses plateformes d'échange. Brian Armstrong, qui est le CEO de Coinbase, a décidé de répliquer et d'attaquer en justice la SEC parce que selon lui, c'est des allégations qui sont trompeuses et il pense que notamment Gary Gensler ne fait pas correctement son travail. Donc il y a vraiment des gros mastodontes là en fait qui s'attaquent en justice. Donc ça va être quelque chose de significatif, je pense, dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, suite à ça, ça a été énormément critiqué, hein, en tout cas les décisions de Gary Gensler et des propos qui ont été colportés par cette personne. Euh, Aussi bien que, enfin, de manière aussi importante qu'il y a des politiciens, comme par exemple Davidson, un républicain, qui a fait signer une pétition pour demander le renvoi purement et simplement de Gary Gensler à la tête de la SEC. Je crois que dernièrement, ça a été acté. Tu me confirmeras, Théo, si c'est le cas ou pas. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que Gary Gensler a donné sa démission ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'est des décisions qui ont été fortement critiquées. Et en même temps, donc en fait, on a voilà, les grosses institutions qui sont censées protéger les investisseurs particuliers des différents scams. On se rend compte qu'ils font clairement ultra mal leur boulot. Ils attaquent les grosses plateformes d'échange, Codebase, Binance, pour des raisons qui les regardent. Et peut-être que là, c'est fondé, j'en sais rien, je ne suis pas juriste et encore une fois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais en même temps, on a des dossiers de création d'ETF Bitcoin par des boîtes comme BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, Fidelity. Et en plus de ça, on a la création d'une plateforme d'échange crypto qui est soutenue par Fidelity, par Schwab, par Citadel, qui s'appelle EDX Market. Et ça me fait quand même doucement rigoler. C'est-à-dire que ça montre quand même que le timing n'a pas du tout été choisi au hasard. Ça montre aussi que la crypto, qu'on le veuille ou non, sera là pour rester. Et quand je parle de crypto, là en l'occurrence, on focalise plus sur le Bitcoin parce que c'est vraiment le projet et la crypto la plus connue, la plus médiatisée, la plus utilisée et celle qui existe depuis maintenant quand même depuis le départ et qui a lancé tout cet écosystème. Mais pour moi, il y a quand même énormément de manipulation là-dedans parce que le timing n'a pas été choisi au hasard. Je ne vois pas comment on peut, en quelques semaines, quelques jours, envoyer des attaques en justice sur les plus grosses plateformes d'échange qui existent à l'heure actuelle, attaquer tout un tas de projets crypto en tant que securities. Et on peut regarder le cours des cryptos. Hein. C'est-à-dire que la SEC, qui est chargée de protéger les particuliers des scams en crypto, vont attaquer en justice des projets qui ont perdu comme ça du jour au lendemain presque 50% de leur valorisation à cause justement de ces problématiques de poursuite en justice, alors qu'on se rend compte que dans la liste, il y a des projets qui étaient là depuis 2017 comme BitConnect et voilà, qui est un Ponzi aujourd'hui qui n'existe plus et on a l'impression qu'ils sont complètement en train de retard. Donc soit, et moi c'est ma conviction, c'est qu'ils sont en collusion en fait aujourd'hui avec les grosses institutions financières, que ce soit BlackRock, que ce soit Fidelity, etc. Et ils voulaient laisser un peu plus de place à ces personnes. Je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, et ça, vous le savez si vous nous suivez sur cette chaîne, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être débile non plus et comprendre que, voilà, encore le timing, encore une fois, n'a pas été choisi au hasard et qu'ils veulent laisser de la place pour les nouveaux arrivants. Et je pense que ce scénario prouve que les cryptos sont là pour rester, qu'elles sont là encore pour se développer, que ça va apporter peut-être beaucoup plus de crédibilité à cet écosystème, surtout au niveau de la finance traditionnelle, parce qu'il y a encore énormément de gens qui disent que la crypto, c'est de la merde, ça repose sur rien, ça n'a pas d'intérêt, etc. Si demain, il y a des grosses boîtes comme BlackRock qui gèrent aujourd'hui 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, hein, c'est le plus gros fonds d'investissement du monde aujourd'hui, et ils ont des emprises clairement de partout, que ce soit en politique, dans les entreprises, etc. etc. Si demain, des personnes ou des structures comme BlackRock, Fidelity commencent à légitimer encore un peu plus cet écosystème, pour moi, ça sera un pas significatif et important pour la démocratisation un petit peu de la crypto. Donc, je vais mettre un point là-dessus pour cette introduction qui est très longue. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Théo, si tu as envie de rebondir là-dessus, déjà sur ce que je viens de dire, Ouais. avant d'aller plus loin. On peut peut-être complémenter même avec quelques infos et même quelques théories un peu croustillantes, pas du tout backées du coup, mais qui m'ont paru intéressantes. Donc, pour complémenter un petit peu sur l'aspect Coinbase, en plus des attaques de la SEC sur Coinbase, il y a aussi l'attaque de Coinbase sur la SEC, entre guillemets. Hein. Donc, c'est-à-dire que Coinbase a dit, OK, bon, vous attaquez les entreprises crypto, vous dites qu'on n'est pas dans les clous.
comment on fait pour être dans les clous concrètement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, il y a ce cadre réglementaire qui est complètement absurde et qui est la pire situation pour les entreprises, c'est-à-dire d'un côté, on les force, on se dit, vous n'êtes pas dans les clous, on vous attaque au tribunal, vous avez fait les choses pas correctement, mais de l'autre côté, il n'existe pas les outils en fait pour se mettre en conformation. Et vous vous doutez bien que des entreprises type Coinbase, mais d'autres entreprises aussi, qui ont été aux États-Unis, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt vu comme un pays Startup avec Nation, quoi. voilà, on est plutôt bienveillant sur les innovations, sur la crypto notamment. Il y a eu tout l'exode des mineurs vers les États-Unis, plein d'entreprises crypto qui ont été aux États-Unis en pensant que ça serait plus facile l'enregistrement, que c'était plutôt bien vu, et qui se retrouvent aujourd'hui coincés par ce cadre réglementaire en fait, qui ne leur permet pas de s'enregistrer tout simplement. Et d'un côté, il y a la SEC qui dit mais il n'y a aucune entreprise crypto qui est en conformité avec la loi. Et de l'autre côté, les entreprises crypto, mais dites-nous comment on fait concrètement. Et il y a aussi cette partie de Coinbase qui a mis la SEC au tribunal parce qu'il n'existe aucun cadre, aucune procédure qui permette en fait de se mettre en conformité avec ce qu'ils demandent. Parce que c'est pas clair, parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a rien qui est encore finalisé. Et de l'autre côté, la SEC qui joue un peu la montre et qui dit non, mais de toute façon, on ne va pas répondre. Ils leur ont posé plusieurs questions de type ça doit se faire comme ça, est-ce que vous considérez que ça c'est oui ou c'est non? Et en fait, ils attendent une réponse depuis plusieurs mois et à chaque fois, ils bottent en touche, ils disent non, il faut qu'on prenne plus de temps, il faut qu'on prenne plus de temps pour réfléchir. Et donc, ça rejoint un petit peu ce côté pourquoi ils jouent la montre et pourquoi ils attaquent tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'ils ont attaqué aussi Kraken, hein, ils ont même, il y a le FBI qui était chez le fondateur, donc Powell, il me semble. Ils ont été faire un raid chez lui parce qu'il était suspecté d'avoir fait du hacking. Enfin bon, sur des charges un peu, bon, ça a l'air un peu Sur assez Powell, léger. Ouais, le représentant de la Fed. non, le Jérôme Powell. Jesse Powell, Ah, Jesse Powell, d'accord. Ah oui, de Kraken. le CEO de Kraken, ouais, De qui Kraken, aurait ouais. participé à du hacking ou je sais pas quoi. Donc des charges qui sont un peu légères, mais c'est vrai qu'il y a une attaque généralisée sur toutes les grosses plateformes centralisées de crypto traditionnelles qui existent depuis quelques années, assez sérieuses. Et donc ça, c'est des faits, c'est avéré hein, si on suit un peu l'actualité US. Et d'un autre côté, il y a aussi toute cette partie de spéculation, parce qu'il y a clairement des choses qui se passent en off, dont on n'est pas au courant, et dont au final, les acteurs financiers traditionnels sont plutôt habitués, des manœuvres. Et j'avais même lu une théorie. Alors là, là c'était pour la partie fait. Là, on rentre dans la partie, c'est plus Suspicion, des quoi. suspicions, voilà, des théories, des choses. Mais alors là, pour le coup, j'ai rien pour le baquer. Et c'est vrai qu'avant la chute FTX, par exemple, il y avait une certaine connivence un petit peu entre la SEC et notamment Gary Gensler et SBF, Bankman-Fried. Ils s'étaient rencontrés en off, bon, ils avaient discuté. Et pour le coup, FTX n'a jamais été embêté par quoi que ce soit par la SEC. Et il y en a même qui disent que du coup, c'était un peu FTX, c'était juste en fait un projet destiné à faire cracher le marché, à dumper pour permettre à BlackRock justement ou à d'autres investisseurs traditionnels de pouvoir entrer sur des prix plus bas. Alors ça me paraît un peu comme ça, mais bon, des fois on se dit il y a des choses qu'on ne sait pas, on verra dans le futur. À mon avis, il y a des choses qui sortiront, hein, toujours pareil, c'est un petit peu en... Et justement, le fait qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer devant les tribunaux, il y a des papiers qui sortent, des choses qu'on n'aurait pas accès, qui vont être divulguées dans le futur, donc on en saura un peu plus. Mais c'est vrai que le timing est quand même bien heureux. D'un côté, le crash et une attaque sur les acteurs établis et historiques. Et d'un autre côté, les acteurs financiers plus traditionnels qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertement rentrés dessus, qui commencent tous à appliquer en même moment avec BlackRock en tête, qui pose sa demande d'ETF spot. Et tous les acteurs traditionnels qui suivent en même temps, plus un dump du prix, plus une attaque sur ce qui deviendrait du coup une compétition directe pour eux, ça fait quand même une timeline ou dans un aussi court horizon temporel, c'est vrai qu'on est au moins en droit de se poser quelques questions. Et en plus, c'est des pratiques qui sont pas, voilà, dans la crypto, c'est la première fois qu'il arrive des trucs comme ça, mais dans la finance traditionnelle, mettre du FUD, mettre dans tes conditions de marché, attaquer directement tes concurrents avec des opérations hostiles pour les remplacer ou pour faire baisser le prix d'un actif pour pouvoir, toi, c'est du remplir délit ton bal. d'initié, ça. Hein. Oui, mais bon, après, quand tu t'appelles BlackRock et que tu as 10 trillions en Oui, c'est gestion, ça. Oui. tu peux te permettre d'acheter des événements de marché pour pouvoir, toi, rentrer sur des prix plus bas.
Donc ça encore, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais on se doute bien qu'il y a des gros mouvements là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on verra comment ça se passe. Mais voilà, si c'est pas forcément, et on pourra en parler dans d'autres vidéos aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup à parler là-dessus. C'est d'un côté, bon, pour l'adoption, pour le prix, parce que forcément, s'ils sont obligés, s'ils veulent tous lancer des ETF spot sur Bitcoin, à un moment, il va falloir qu'ils achètent l'actif en direct. Mais après, pour la performance sur les prix dans le futur et comment ça sera géré, notamment, je pense, en faisant le parallèle avec les métaux précieux, au final, tu vois, tout le prix qui est annulé avec les effets d'options, de futurs, d'actifs synthétiques qui permettent de maintenir un peu artificiellement le prix de l'or assez bas. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Tu vois, une fois que tu as tous les acteurs traditionnels, plus la régulation, plus les pratiques traditionnelles qui seront en place, on ne sait pas ce que ça peut donner sur le prix. Et bon, on pourra en discuter maintenant. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour revenir initialement à ce qu'on disait, ça fait quand même beaucoup en très peu de temps, concrètement. Ça fait beaucoup en très peu de temps et comme tu dis, je pense que ça vaut le coup aussi, enfin on est en droit quand même de se poser des questions et moi ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment, aujourd'hui, tu vois, si on prend concrètement, et de manière totalement objective, ce que la SEC a permis est-ce que réellement la SEC a permis d'éviter ne serait-ce qu'un seul scam dans la crypto? Depuis le début, hein, que ça existe? Essaye de m'en citer un. C'est-à-dire que tu vois, ils ont laissé passer, comme tu dis, FTX, ils ont laissé passer Cryptopia, ils ont laissé passer Celsius, ils ont laissé passer BlockFi, ils ont laissé passer là tous les scams, genre les Ponzi, les vieux meme tokens, tous les machins. Et derrière, ils viennent dire non, mais on est là pour protéger les investisseurs particuliers, c'est juste pas possible. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ces mecs-là sont plus du tout adaptés en fait à ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas surtout dans la crypto, dans la finance traditionnelle. J'ai pas suffisamment creusé le sujet, mais en tout cas dans la crypto, tu te rends compte que les gens, enfin, ces personnes-là sont complètement à la ramasse. Soit parce que le process juridique et réglementaire, il est beaucoup trop complexe et en fait le temps qui commence à remplir un dossier, en fait il se passe 4 ans et donc en 4 ans dans la crypto c'est l'éternité et au final tu peux pas faire vraiment ce que tu veux. Et après il y a aussi un double discours, tu vois, c'est de dire notre objectif principal, c'est de protéger les investisseurs de manière générale. Et ils ont refusé catégoriquement et systématiquement depuis le début, parce que les ETF spot Bitcoin, parce que ce n'est pas la première fois que les ETF Bitcoin spot essayent de se faire lister en fait et d'être acceptés. À chaque fois, ça a été refusé et la raison principale pour laquelle ça a été refusé, au-delà de l'aspect juridique, réglementaire, etc., c'était de dire finalement que c'était trop risqué pour les investisseurs en général. Par contre, ils ont accepté non pas des ETF spot pour l'instant, des ETF Bitcoin spot pour l'instant, mais ils ont accepté des ETF futurs, donc des contrats, des produits dérivés et leverage sur du Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des ETF produits dérivés sur du Bitcoin avec du leverage. Ça a été accepté par la SEC parce que théoriquement, c'est censé être moins risqué. Mais les ETF Bitcoin Spot, absolument pas. Et là, tu te rends compte que c'est du gros foutage de gueule. En fait, tu te dis, putain, mais c'est quand même pas possible. C'est-à-dire que leurs discours et leurs actions sont complètement en contradiction. Tu vois, je sais pas ce que toi, tu penses de ça et comment Ouais, tu mais vis tout le à truc. fait. Mais après, c'est comme tu le dis, ça fait, il me semble, ça fait 10 ans que les frères Winklevoss ont essayé. Je sais pas trop comment ça se prononce, par exemple pour la prononciation, Winklevoss, ouais. ont posé leur première demande qui a été refusée, mais ça fait vraiment 10 ans que pas mal d'acteurs, alors plus historiques et traditionnels dans les crypto-monnaies, traditionnels, je sais pas si c'est le terme très adéquat, mais du coup, qui ont des acteurs spécialisés dans ce secteur-là qui essaient de faire passer leur demande d'ETF et qu'elles sont systématiquement refusées en spot, alors que c'est quand même des institutions qui pèsent quand même pas mal d'argent. Par rapport à BlackRock, évidemment, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que du coup, on peut se demander pourquoi se fait ça. Et surtout, par rapport à la SEC, c'est même plus la protection des investisseurs. Ça serait même le contraire parce qu'ils ont poussé les gens de Ouais. par ces pratiques, de par leurs activités, ils ont poussé les gens vers des acteurs malhonnêtes. Donc, ils ont poussé les gens vers du FTX, ils ont poussé les gens vers du Celsius qui, du coup, n'était pas du tout embêté par qui que ce soit et était censé être plus centralisé, contrôlé et même un peu euh, pas endorsé, enfin je sais pas comment ça se dit, pas soutenu ouvertement, mais du coup comme ils avaient le patron de la SEC allait parler avec eux, ils n'étaient pas embêtés. Au final tu dis bon, mais ça c'est qu'ils doivent faire les choses plutôt bien parce que tous les autres ils sont devant le tribunal et eux ils sont plutôt tranquilles. En plus c'est bon, ils font la pub partout, ça doit être des gens bien et au final leur Pas du tout. action
ont poussé les gens vers des projets qui se sont révélés être complètement néfastes. Donc, du coup, là, c'est même pas qu'ils protègent les gens, mais c'est vrai qu'ils leur font du mal, quoi, directement Mm. de par leur action. Et après, ouais, c'est vrai qu'à voir, surtout maintenant, le gros point qui sera à voir maintenant, la prochaine étape, entre guillemets, ça sera si l'ETF spot de BlackRock est accepté, qu'est-ce qui se passe après, quoi. À mon avis, il y a tous les autres de la finance traditionnelle, les Fidelity, Valkyrie, qui vont sûrement passer, et les acteurs traditionnels de la crypto, ça fait 10 ans qu'ils demandent qu'est-ce qui se passe pour eux, tout en sachant voilà, que c'est des institutions qui ont une puissance de feu bien plus importante. Donc, bon, à voir ce qui se passe. Mais je pense que ça sera un développement intéressant à suivre parce il va se passer des choses dans tous les cas et à voir ce qu'il en suit, à voir si on aura eu raison ou pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu. Ça donne une autre couleur. Le fait que BlackRock ait présenté son EDF spot, tu dis ah d'accord. Donc c'est peut-être pour ça en fait que ça fait 1 an et demi ou que ça a vraiment changé cette position des régulateurs américains où les gens arrivent même à dire, et une fois n'est pas coutume, que l'Europe avec MiCA, donc on en a déjà parlé aussi, le cadre réglementaire n'est pas forcément très propice à l'innovation crypto, mais les gens disent je l'ai vu plusieurs fois sur des choses assez sérieuses, que l'Europe, au final, alors le cadre réglementaire, il est ce qu'il est, mais au moins, il y en a un. Bon, c'est hyper complexe, c'est très difficile de s'enregistrer, mais il y a quand même des règles du jeu à suivre. Aux États-Unis, c'est un peu, pour l'instant, c'est assez. Il n'y a pas de règles, et en fonction de la tête du client, tu te retrouves face à un mur ou la porte ouverte, quoi. Donc, concrètement, c'est un peu ça l'impression. Et du coup, avoir les effets aussi sur si ces produits passent, quel effet ça aura sur le marché. Donc, il y a les positifs, les personnes qui sont plutôt optimistes et les personnes qui disent ouais, mais attention quand même, quoi. Donc, Ouais, toi, ta vision là-dessus, du coup, ça serait quoi? Est-ce que pour toi, de l'arrivée justement de ces institutionnels, pour toi, sur le long terme, c'est plutôt quelque chose de positif pour l'adoption crypto, pour le prix éventuellement, etc. Ou est-ce que tu le vois plutôt d'un mauvais œil? mais à court terme, après, d'après ce que j'ai pu voir, ça sera amené très sûrement mon opinion à changer dans le futur. À très court terme, s'il y a toutes ces firmes-là, en supposant qu'ils n'ont pas déjà acheté, parce que ça, c'est encore une grosse inconnue, est-ce qu'ils sont passés avant ou pas, est-ce qu'ils ont intérêt à faire dumper le prix, s'ils doivent faire un ETF spot, donc ils sont obligés de l'acheter pour partie l'actif sous-jacent pour pouvoir backer leur ETF, donc il faudra qu'ils achètent l'actif, donc il y aura un mouvement de prix plutôt positif. Par contre, moi je me dis qu'ils n'ont pas envie de cadrer le marché, enfin de récupérer quelque chose sur lequel ils n'étaient pas du tout présents ou alors pas ouvertement comme ça pourrait être le cas dans le futur. Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'arriver, de sortir par la régulation tous les acteurs traditionnels avec les parts de marché, avec Binance qui n'arrête pas de perdre des parts de marché, en faisant procès et en décrédibilisant ou en sortant purement et simplement les acteurs traditionnels du marché pour se mettre à leur place avec la puissance de feu qu'on les connaît et l'œil bienveillant des régulateurs pour le coup. Et du coup, annihiler un peu alors pas la crypto en général, mais les possibilités pour les investisseurs traditionnels d'avoir des rendements tels qu'on a pu les connaître par le passé, de 1, et de 2, un peu tout ce qui est autour de la crypto, la décentralisation, la privacité en ligne, tout ça, c'est pas des choses qui, qui vont les apporter, mais bien au contraire. Donc, c'est un peu la limitation de l'écosystème à travers ça. Et après, il y a aussi, j'ai déjà évoqué, mais le fait d'avoir ces grosses boîtes et plein de produits un petit peu dérivés sur le Bitcoin, que ce soit en spot, mais aussi sur les marchés futurs, les produits synthétiques, en faisant un peu le parallèle, encore une fois, avec ce qui se passe sur l'or, au final, pour un peu manipuler le prix en ayant du Bitcoin papier ou numérique, enfin, en contrat, en ayant beaucoup plus de produits qui s'échangent et avec une manipulation des cours au travers des options futures, des contrats, qui n'est pas encore très présente actuellement parce que c'est plus ou moins tu détiens l'actif, tu l'as pas et voilà quoi. Alors que sur l'or, avec tout l'or papier qui circule, tu vois, il y a un peu de mouvement de prix, d'annihilation, enfin de régulation du prix qui ne dépend pas du coup de la quantité d'or, mais de ces produits dérivés, de ces trucs synthétiques qui s'échangent, qui pour l'instant n'est pas encore présent sur la crypto-monnaie, mais qui pourrait arriver par la suite, quoi. Ouais, ouais. Après, tu vois, les ETF spot, qu'on appelle spot, si c'est en plus avec une réplication physique, tu es obligé de détenir l'actif sous-jacent. Donc en fait, si tu émets un bitcoin, entre guillemets, papier sous forme d'ETF, tu es censé avoir un bitcoin en fait en réserve dans ton coffre ou en hors Ouais, ligne, peu importe.
Sur les produits dérivés, en effet, c'est différent. C'est pareil que sur comme tu dis, l'or papier avec tous les produits dérivés, tu peux créer 100 fois plus d'or papier que ce que tu as en or véritablement physique et du coup, derrière, oui, tu peux suppresser le prix, d'un actif comme ça avec les produits dérivés. C'est assez complexe pour l'expliquer là sur cette vidéo et peut-être qu'on pourra faire une vidéo complexe, enfin une vidéo complète là-dessus si jamais, ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire dans la section commentaires. Mais en effet, ça peut être une vision, là-dessus. Après, moi, de manière générale, je ne fais pas partie des gens, tu vois, idéalistes et je pense que ça fera partie d'une autre vidéo aussi. Tu as beaucoup de gens dans la crypto qui disent, le côté un peu philosophique, idéologique, qui est de dire, voilà, on n'a plus besoin des banques, on élimine les intermédiaires, on élimine le risque de contrepartie et là, en fait, c'est l'arrivée des institutionnels, des banques et tout et donc c'est un peu, à contrario de la vision de base cypherpunk qui était poussée au tout début, en fait, par Satoshi Nakamoto. Et moi, je pense qu'il y a vraiment deux visions à voir. Il y a la vision philosophique que j'ai évoquée tout à l'heure, et peut-être hardcore cypherpunk. Et après, il y a l'approche investisseur pragmatique, tu vois. Et je pense que, moi en tout cas, je fais clairement partie de la seconde catégorie. Je pense que pour toi, Théo, c'est pareil. On comprend la vision philosophique. Et à un moment donné, tu vois, si on veut permettre une adoption globale, mainstream, si on veut pouvoir utiliser nos cryptos dans les prochaines années, si on veut que ça se démocratise de plus en plus, de toute façon, il y aura une arrivée des institutionnels. Et d'ailleurs, elles sont déjà là, hein, ces institutions, les entreprises aussi, certains pays, etc. Et on passera par là de toute façon de manière obligatoire. Les banques aussi, c'est pareil. Les gens qui disent aujourd'hui la crypto, ça va remplacer les banques, je suis absolument pas d'accord là-dessus. Les banques qui n'évolueront pas et qui ne seront pas capables d'évoluer avec le monde crypto et de pouvoir peut-être les accepter ou de peut-être revoir leur manière de faire. Les dinosaures d'il y a plusieurs années, si elles évoluent pas avec le concept qui se développe aujourd'hui, seront amenées à être purement et simplement supprimées. Mais il y en aura d'autres qui se développeront. Mais le pont, en fait, aujourd'hui, si tu veux, et même demain, hein, si tu veux échanger tes cryptos, tu veux sortir, tu veux même investir des euros pour faire venir dans la crypto, tu es obligé de passer par une entreprise centralisée. Tu as des boîtes, tu as des structures comme BISC qui peuvent te permettre de faire le pont entre fiat crypto, crypto fiat, mais c'est pas ouvert à tout le monde, c'est très compliqué à utiliser et c'est pas du tout ergonomique et c'est quand même très difficile après de l'utiliser correctement. Mais de manière générale, aujourd'hui, le pont euro, crypto, crypto, euro, enfin fiat, crypto, crypto fiat, tu es obligé de passer par une plateforme centralisée de toute façon, et je pense que dans les prochaines années, ça sera toujours le cas. Et si demain tu veux que le marché crypto se développe, qu'il prenne de la valeur, qu'il évolue, qu'il grandisse, tu es obligé d'importer de l'argent qui est présent en fait à côté, tu vois, parce que l'argent, il n'est pas dans la crypto aujourd'hui. La crypto, ça représente une goutte dans l'océan financier, ça représente vraiment, mais absolument rien du tout. Si on regarde les produits dérivés, je ne sais plus combien ça représente en termes de trillions de dollars de valorisation, c'est juste monstrueux, l'immobilier, la bourse, etc. C'est juste énorme en fait l'argent qui est à côté. Et donc, si on veut que cet écosystème puisse prendre de la valeur, de toute façon, il faut qu'il y ait un pont qui existe. Et ça, ça passe par de la régulation, ça passe par du juridique, ça passe par tous les termes en fait qu'on a évoqués, et surtout l'arrivée des grosses banques, des institutionnels. Mais en même temps, ça va un peu contre l'idée de base idéologique des cypherpunks. Et ça peut faire mal à beaucoup de gens. Mais je pense que si vous êtes aujourd'hui plutôt dans la seconde catégorie, ce qui est le cas en fait de 99% des gens qui nous suivent, vous le voyez d'un œil pragmatique et vous vous dites, voilà, l'arrivée en fait des institutionnels, c'est du coup peut-être un œil moins critique des gens qui sont pas du tout dans la crypto, qui se disent, ah bah ouais, mais avant, je pensais que le Bitcoin, c'était pour le blanchiment d'argent, encore des trucs qu'on disait depuis 2013, qu'on sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Mais ça va peut-être populariser encore un peu plus la crypto en disant, voilà, maintenant, il y a des gros acteurs. Il y a Larry Flinch, pardon, qui est le CEO de BlackRock, qui a dit que c'était le digital gold. Bon, bah voilà, c'est pas monsieur et madame tout le monde, hein, c'est Larry Flinch. Donc, c'est quelqu'un qui a la tête de la plus grosse structure du monde entier, hein, qui gère plus 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Donc ça, encore une fois, moi je pense que oui, ça peut faire peur à beaucoup de gens. On ne sait pas encore les véritables retombées que ça peut avoir. En tout cas, je pense que sur le long terme, ça pourra permettre de plus en plus de populariser cet écosystème et d'y apporter de la crédibilité. Parce que jusqu'à présent, en fait, quand tu es dans la crypto et quand tu parles autour de toi que tu fais de la crypto, beaucoup de gens en fait se foutent de ta gueule ouvertement, hein, surtout en bear market en fait, hein, et t'es pas pris au sérieux.
Et ça, bon, après, ils verront dans les prochaines années, quand finalement le marché sera encore là et qui sera encore bien plus développé. Ça sera eux qui s'en mordront les doigts. Mais tu vois, c'est aujourd'hui, mais même jusqu'à récemment, on était encore vus comme des illuminés. Hein. Quand tu disais que tu étais dans la crypto, je ne sais pas comment toi tu le vivais aussi, mais c'était pas du tout la même chose que quelqu'un qui dit tiens, j'ai investi dans l'immobilier ou j'ai investi dans des actions, tu vois, dans la bourse, dans des trucs comme ça. Hein. Ouais, bah, c'est tout le truc des fameux crypto bros. Voilà, Après, j'ai vu une étude passer. Bon, je pense que je publierai prochainement là-dessus aussi. Parce qu'en fait, il y a encore, et pour la majorité des gens, beaucoup trop de freins à l'investissement crypto. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'ils comprennent. Et les freins à l'adoption, c'est premièrement la volatilité. Je pense que 60% des gens, c'est ce qui leur fait peur. Donc, du coup, qui dit volatilité dit perte d'argent, ils considèrent que c'est le casino à chaque fois. Donc, du coup, ils ne comprennent pas que quelqu'un de sérieux puisse vouloir investir là-dedans parce que pour eux, comme c'est que du gambling, c'est que du casino, c'est la loterie. Du coup, quelqu'un qui est sérieux, il ne va pas là-dessus parce que comme c'est comme il y a soi-disant aucune stratégie, enfin, où c'est juste cela, ça repose juste sur la chance, mais quelqu'un de sérieux, il n'y va pas. Et après, il y a beaucoup de scams, et c'est vrai. Et il y a beaucoup de scams, beaucoup de projets. La majorité des projets, d'ailleurs, sont des scams. On essaie de t'avoir par tous les moyens possibles. Donc, c'est aussi un gros frein à l'adoption. Et du coup, ben, un peu ces deux paramètres, plus d'autres qui sont minoritaires, mais font que les gens voient pas ça d'un très bon oeil parce qu'ils disent, ben, en gros, c'est juste pour la spéculation. En plus, il n'y a aucune stratégie derrière, c'est juste au coup de chance. Et en plus, c'est infesté de scammers, de mecs qui s'est arnaqués. Donc, du coup, quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien et tout, il ne va pas sur la crypto. Donc, je pense que c'est un peu résumé, un peu Mmh. grossier, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est encore assez mal vu d'investir dans la crypto-monnaie, par manque de connaissances aussi. Mais après, c'est vrai que bon, la couverture médiatique n'aide pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gros problèmes dans l'écosystème crypto-monnaie qu'il ne faut pas nier non plus, qui font que beaucoup de gens, ça les rebute un peu. Et d'un autre côté, je suis assez d'accord aussi que le fait qu'il y a la plus grosse boîte, comme tu l'as dit, d'investissement au monde, qui commence à tenir ce discours, qui commence à investir dessus, je pense que petit à petit, ça va faire changer les mentalités, plus le cadre réglementaire qui va se mettre en place, au détriment des idées initiales, bien évidemment. Mais encore une fois, si on veut une adoption à plus grande échelle, avec beaucoup de monde qui va rentrer, il va falloir faire des compromis à un moment donné. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir rester comme on est maintenant, où juste cliquer sur un lien, tu perds tout. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas acceptable. Même déjà, Mmh. quand tu as des initiés qui se font avoir, parce que ça, en plus, il y a toujours plus de stratégies, toujours des techniques plus avancées. Donc, c'est vrai que dans l'état actuel, comme tu as dit, remplacer les banques, à un moment, il faut arrêter de décoder, quoi, j'ai envie de dire. Ça, Mmh. c'est pas envisageable dans l'état actuel des choses. Donc, ça demandera d'avancer un petit peu, de faire des compromis. Mais dans tous les cas, c'est intéressant, tu vois, de suivre ce qui se passe. On n'en sait rien, mais il va se passer des choses et voir comment on peut en profiter. Après, c'est sûr que Mmh. bon, pas non plus rester enfermé dans oui, mais ça va être centralisé, ça va plus être le truc crypto. Bon, voilà, s'il y a quand même de l'argent à faire, voilà, qu'on sent plutôt bien avec ça, que ça soit voilà, qu'on voit l'opportunité, que ça soit envisageable pour nous d'y participer, peut-être pas passer à côté non plus. Après, voir comment ça se présentera. Je pense qu'on est un peu à un moment clé au final dans l'écosystème. On a clairement laissé des plumes entre les années 2021 2022. Il s'est passé plein de choses. Je pense qu'on a pris conscience de plein de choses par rapport à l'écosystème crypto. Et là, on a vraiment la régulation des gros acteurs qui commencent à rentrer. Donc, on a un moment pivot, plus les États aussi qui s'intéressent aux monnaies CBDC. Donc là, le prochain cycle haussier, parce qu'il arrivera aussi, ça sera quelque chose de différent. Ça sera plus Mmh. le retail, ça sera plus les précédents cycles, ça sera quelque chose d'autre. Donc chacun fait ses petites suppositions. Mais dans tous les cas, voilà, ça continuera d'être super intéressant, mais c'est très compliqué dans l'état actuel de voir ce futur-là. Mais bon, on voit les pièces qui s'assemblent, qui bougent, et il faudra suivre comment ça se passe. Mais ouais, ça va changer, quoi. Dans tous les cas, faudra prévoir que ce sera plus comme avant. Donc voilà, il faudra être mobile et ouais, sous-suivre le truc pour essayer de tirer son épingle du jeu, tout simplement, quoi. Pas rester non plus sur des vieux schémas qui, de toute façon, à chaque fois, on voit les modèles qui cassent pour les charts. Les trucs de pensée, ça sera pareil, à mon avis. Des trucs qu'on pensait vrais, Mmh. ça va se passer comme ça, paf, ça va exploser parce que voilà, on voit déjà des choses qui sont
que l'écosystème crypto n'a tout simplement jamais connu. Donc, on arrive à plus au contexte économique. Donc, bref, il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va évoluer. Donc, on continuera de couvrir pour partager, mais je pense que ouais, ça va. Il faut se préparer à ça, tout simplement, quoi. On continue Ouais, puis il y s'informer. a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire en fait. Là, on est parti sur le concept un petit peu de régulation et l'objectif c'était de vous montrer un petit peu le timing qui, selon nous, n'était clairement pas choisi de manière hasardeuse de toute façon, qu'il ne faut pas se leurrer, qu'il y a les grosses institutions qui commencent à rentrer aujourd'hui, qu'on va en effet rentrer sans doute dans une prochaine dynamique, que les cryptos sont là pour rester, encore une fois. Alors, pas toutes les cryptos, la grosse majorité d'entre elles n'ont aucun intérêt, sont des scams, des arnaques, ce que vous voulez, mais il y en a quand même une partie qu'on a déjà couvert sur cette chaîne YouTube où on pense qu'en effet, elles seront là pour subsister et être encore là dans les prochaines années. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, les crypto-monnaies, de manière générale, l'écosystème sera là dans les prochaines années et fera partie intégrante de nos vies. Donc après, il y a des gens qui vont se dire ça sert à rien et je ne vais pas investir dans les 15 prochaines années parce que le contexte réglementaire ne sera pas bon, parce qu'il y a des risques de hack, parce que X ou Y raison. Mais après, les opportunités aussi seront parties. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y aura plus tous ces schémas-là, qu'il n'y aura plus tous ces risques et toutes les contraintes qu'on a à l'heure actuelle, bah justement, ça va permettre d'ouvrir les portes et baisser la barrière d'entrée à beaucoup de gens. Et donc, quand tout le monde est dans un écosystème, où c'est plus difficile, où monsieur et madame tout le monde peut cliquer sur un bouton, faire de la DeFi. Alors oui, ça sera beaucoup plus simple, ça sera peut-être plus sécurisé, ça sera beaucoup plus éprouvé comme système, mais encore une fois, les opportunités seront parties. Donc à vous de voir l'équilibre que vous souhaitez faire. J'ai hâte de voir les retours que vous allez nous faire en commentaire, un petit peu de ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est plutôt une bonne chose, une mauvaise chose, ce qui se passe en ce moment? N'hésitez pas du coup à nous faire vos commentaires et puis vos retours construits dans la section juste en dessous de la vidéo. Je vous mets plusieurs liens importants. Premier lien, c'est vers la chaîne de Théo. N'hésitez pas à vous abonner. Aventure Crypto. Il parle bien évidemment de crypto, mais d'une manière assez différente de celle qu'on peut le faire aujourd'hui sur cette chaîne avec Mickaël. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également aussi le lien de ma seconde chaîne, Éternel étudiant, dans lequel je parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, donc tous les concepts qui touchent de près ou de loin les thématiques d'indépendance et de liberté financière. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, parce qu'il le faut, on vous a préparé un programme de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. C'est totalement offert. Vous cliquez dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et vous verrez, on vous enverra vos accès directement dans votre boîte de réception. On vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.